Bonjour Rachel Kahn. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous publiez Encore debout, la République à l'épreuve des mots. C'est aux éditions de l'Observatoire. On va en parler en détail. Les scènes d'agression, on l'a dit tout à l'heure, ces scènes d'agression ont toujours se multiplient en France ces derniers jours. Samara, lynchée pour une tenue dite à l'européenne à Montpellier. Chemseddine, frappée à mort pour un écart amoureux. En Alsace, une jeune fille de 13 ans agressée pour n'avoir pas respecté le ramadan. À Bordeaux, un jeune Algérien égorgé parce qu'il buvait de l'alcool. Comment analysez-vous, Rachel Kahn, ce déferlement de violence que l'on observe sur notre territoire ces jours-ci? Déjà, il y a plusieurs choses. Notre loi fondamentale n'est plus respectée. La Constitution? La Constitution, dans laquelle nous avons notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, mais aussi laïcité. Et par là même, on a en fait le sentiment qu'une une partie de la population se dit agressée par notre loi fondamentale. Et notamment certains jeunes qui considèrent que la laïcité est discriminatoire, que la laïcité est islamophobe, alors même que ce principe-là est le trésor de ce qui nous fait en tant qu'État, en tant que citoyens français. En tant que nation? En tant que nation, nous ne sommes pas un peuple, et je ne cesse de le répéter, nous ne sommes pas un peuple ethnique, nous ne sommes pas un peuple religieux, nous sommes un peuple politique qui nous retrouvons autour de ce socle républicain. Alors je sais bien qu'aujourd'hui, on dit beaucoup la République, l'universalisme, l'humanisme, et que ça devient des mots qui ne sont pas incarnés, mais nous devons impérativement réapprendre à notre jeunesse ce qu'est notre loi. Précisément, puisque vous parlez de laïcité, Rachel Kahn, il y a effectivement un point commun à ces attaques, c'est le motif religieux, et Ouais. plus précisément la transgression des règles traditionnelles islamiques. Est-ce que derrière ces agressions, il faut voir l'ombre du communautarisme, selon vous, voire même d'une volonté de s'exonérer des règles de la République au détriment de celles de la charia? Oui, absolument. Mais alors, c'est très multiple. Et c'est vrai que moi, dans mon ouvrage, je pense que ce séparatisme-là, il commence déjà avec les mots. On a entendu il y a quelques années, et c'était mon précédent ouvrage, heu, être racisé, être afrodescendant, être ceci ou cela. Ça veut dire que ce sont des mots du séparatisme déjà. Et effectivement, il y a une volonté de se communautariser, d'être dans un entre-soi. On a partout sur le territoire et c'est ça, comme une forme de maillage territorial, de, repli, identitaire et ces fractures-là sont extrêmement graves parce qu'elles font écho aussi, à ce qui peut se passer au niveau, international et aux conflits internationaux. Selon un rapport de l'Éducation nationale, près d'un adolescent sur deux se dit victime de violences répétées au cours de l'année scolaire. Un sur 5 dit subir régulièrement du cyberharcèlement. Et là, ça fait référence justement à la puissance des mots, vous l'évoquiez à l'instant. Est-ce que les adultes ont perdu le contrôle tout simplement de cette jeunesse? C'est pas que les adultes ont perdu le contrôle de cette jeunesse. Enfin oui, peut-être dans un sens, oui, en tout cas, nous devons, retrouver notre responsabilité d'adultes pour mettre des règles à cette jeunesse. Par exemple, vous parlez de harcèlement, mais le harcèlement, ça veut dire que vous êtes victime, d'insultes, de disqualifications, d'humiliations, de calomnies, jour et nuit. Parce que les réseaux sociaux, eh ben, c'est jour et nuit. Il y a plus de différence entre la sphère publique et la sphère privée. Eh ben, cette différence-là entre la sphère publique et la sphère privée, c'est très précisément la laïcité qui la porte. Et donc, si on appliquait réellement nos principes fondamentaux, je pense qu'il y aurait nettement moins de harcèlement. Après, il y a autre chose, parce qu'en politique, on raisonne en silo. Ce qui est à la mode aujourd'hui, c'est le développement durable. Donc, c'est la volonté de porter le progrès sans entacher le développement de nos générations futures. Mais le Mhm. problème, c'est qu'aujourd'hui, dans le réel et dans le concret, de manière très factuelle, nos générations futures, nos petits, beh, n'arrivent pas à vivre sereinement ensemble et ne construisent pas avec l'héritage républicain de notre République. Dans votre livre, Rachel Kahn, vous écrivez ceci, vous écrivez sur la question des mots toujours. Depuis quelques années, le langage est le législateur du nombre de la division qui pèse désormais sur notre République. Et vous ajoutez les insultes les plus inhumaines fusent en toute liberté et sans la moindre inquiétude. Dans les agressions que nous évoquons à l'instant, là on parle de tabassage, d'agression à mort, d'agression
physique. Est-ce que justement ce n'est pas le signe qu'on a une jeunesse qui n'a que la violence physique comme moyen d'expression? Oui, et puis en parallèle, nous avons les nouveaux chiffres du CNL, donc sur la lecture des jeunes, qui est de moins en... Je crois que c'est 1h30 par jour, alors qu'ils sont sur les réseaux sociaux plus de 5 heures. Et effectivement, lorsque l'on perd les mots, perdre les mots, c'est perdre la démocratie, c'est perdre le dialogue, c'est perdre notre volonté de nous réparer ou de progresser dans nos humanités, dans l'échange. Lorsque vous n'avez plus les mots, eh bien, vous passez directement au stade de la violence. Mais là, en l'occurrence, dans les cas que vous évoquiez, moi, ce qui me fait mal, c'est par rapport à nos jeunes filles qui ne sont pas défendues par les féministes, notamment. Elle ne veut pas porter le voile. Elle veut être une républicaine qui vit avec sa liberté de jeune femme. On a ce couple aussi avec ce jeune homme qui a été tabassé jusqu'à la mort et qui voulait juste échanger avec une jeune fille. Donc on attend les résultats de l'enquête. Mais c'est quand même leur construction d'adolescents aussi qui est entachée par des dogmes idéologiques morbides. Vous qui êtes en tout cas très sensible, et on le voit bien dans ce livre, vous insistez sur les notions d'unité nationale, d'universalisme républicain. Ce qu'on voit en tout cas avec toutes ces agressions, ces actualités, c'est qu'on en est vraiment bien loin. On est bien loin. Et c'est vrai que dans ce livre, Encore debout, alors en sous-texte, la question c'est jusqu'à quand? Euh, c'est un cri du cœur, c'est un cri d'alerte, parce que j'ai peur aussi de nos fatigues. J'ai peur que chacun, on retourne à notre petite vie. Non, il faut un véritable sursaut, et notamment par rapport à certains représentants de l'extrême gauche, de l'extrême droite, et de ceux qui ne disent rien, qui détournent le regard, alors même qu'il y a urgence pour relever notre République. Vous dites que vous avez peur que l'on finisse peut-être par se lasser de ce type d'agression? Exactement, l'habitude. J'ai peur des habitudes, et j'ai peur aussi qu'on ne soit pas à la hauteur de toutes les victimes. Je parle à toutes les victimes du terrorisme, à toutes les victimes de racisme. Il faut être à la hauteur de nos morts aussi. Et que l'on ne mette pas en place les mesures nécessaires. Alors face à tout cela, justement, Gabriel Attal, le Premier ministre, a appelé cette semaine, il a promis des mesures extrêmement fortes pour un sursaut de la société. Est-ce que ces réactions sont à la hauteur, selon vous? Emmanuel Macron a également appelé à protéger l'école d'une forme de violence désinhibée. Je trouve que Gabriel Attal a un parcours remarquable déjà, mais maintenant, il faut véritablement que ces mots-là soient le début d'une action extrêmement forte. Et concrète, et surtout de ne rien laisser passer. Aujourd'hui, malheureusement, on a dans la société des associations, on le voit avec l'école de la République qui est entachée, dans les universités, parfois dans les entreprises, comme si l'idéologie victimaire avait aussi ouvert la porte à cette forme de violence et de vengeance, la haine de l'Occident, et cette culpabilité qui nous empêche d'agir. C'est comme si on se désarmait avec aussi une autocensure extrêmement forte. Parce que lorsque vous défendez la République, l'unité, le fait d'être debout, on vous pointe du doigt en vous disant vous êtes un traître, vous êtes raciste, vous êtes d'extrême droite, etc. Alors même que c'est notre fondement républicain, que moi, de manière très intime, justement, ce mélange que j'ai entre juifs, musulmans, blancs, noirs, etc., je suis née en France parce que c'est cette constitution-là et ces droits fondamentaux-là qui m'ont fait naître ici. Et c'est pour ça que je me dois de défendre mon pays. Vous écrivez dans votre livre, au lieu de travailler à l'unité nationale, de mettre en œuvre l'indivisibilité républicaine pour bâtir un pays solide, capable de répondre aux défis qui s'imposent. Ils préfèrent accélérer le chaos pour tirer leur épingle du jeu. À qui pensez-vous lorsque vous écrivez cela? LFI, Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire que là, c'est notre drame national. C'est-à-dire, que leur reprochez-vous? C'est-à-dire qu'en réalité, ils ne font qu'attiser les haines. Ils ont des mots-clés, et c'est les mots que je pointe dans ce livre. Islamophobie, génocide. Victimocratie également. C'est de la victimocratie. C'est-à-dire que moi, je préfère, parce qu'on dit souvent le wokisme, mais le wokisme n'est pas un mot parlant. Là, ce qui se passe avec l'extrême gauche, c'est que lorsque vous avez une certaine couleur de peau, lorsque vous êtes d'un certain genre, lorsque vous avez une certaine religion, c'est comme si vous êtes au-dessus des lois
Parce que vous êtes une victime ancestrale, vous n'avez pas besoin de rendre des comptes. Vous êtes irresponsable par rapport à la loi. Vous pouvez tout dire, tout faire, et parce que vous avez des ancêtres qui ont été colonisés, eh bien vous avez le droit de cracher sur la France. Ça, c'est inacceptable. Et alors, je ne vous parle même pas de ce qui a pu se passer depuis le 7 octobre, parce qu'il y a une liste, un inventaire à la Prévert que j'ai fait sur toutes les abjections qui ont été faites, d'insulter la présidente de l'Assemblée nationale, de cibler Routel Krief, d'insuffler une forme de révisionnisme, de négationnisme, de dire que la marche pour la République, finalement, et que la laïcité est islamophobe, c'est extrêmement dangereux pour notre pays. Puisque vous parliez de la France insoumise sur Jean-Luc Mélenchon, pardon, vous écrivez par exemple qu'il est, je vous cite, le bruit et la fureur, le tumulte et le fracas. Vous ajoutez plus loin, pour les tenants de l'idéologie mélenchoniste, tout est bon pour mobiliser comme les nouvelles tendances idéologiques destructrices du pacte républicain. C'est ça ce que vous appelez le monde de la destruction? C'est le monde de la destruction. Et en fait, ce qui est très dangereux, c'est qu'il appuie sur des boutons, sur des failles intimes et personnelles pour que la colère, et je pense notamment à notre jeunesse, pour que leur colère, en fait, s'exprime contre leur propre pays et simplement pour diviser et créer un chaos. Nous parlions hier dans cette émission de l'importance, de l'influence qu'ont pris les réseaux sociaux. Ne sont-ils pas également responsables de cette désinhibition dans les mots que l'on emploie, que notamment la jeunesse peut employer? Je pense que nous sommes responsables des réseaux sociaux. C'est pas simplement les réseaux sociaux qui sont responsables. Les réseaux sociaux aujourd'hui, ce sont les territoires perdus de la République numérique. À partir du moment où, et même si vous faites un bon mot, le mot est mal compris et là vous avez un torrent d'insultes. Et c'est vrai que la libération de la haine en ligne, elle provoque ensuite la violence et la haine dans la rue. On berce notre jeunesse dans ce climat-là. Et ce climat-là n'est pas un climat urbain, n'est pas un climat civilisé. Ce qui se passe sur X n'est pas un climat normal, en tout cas qui ne répare pas nos humanités. Et vous en savez quelque chose, Rachel Kahn, puisque vous avez vous-même été la cible d'un certain nombre de propos antisémites, notamment, on en avait beaucoup parlé avec ce tweet du rappeur Medine. Inutile de rappeler ce qu'il avait écrit sur son compte maintenant, mais ce livre, en tout cas, ces propos que vous tenez, c'était aussi une manière de répondre. Je crois. C'est une manière de répondre, mais pas simplement à cette personne. C'est pas très intéressant. C'est pas moi qui ai été attaquée. Nous avons tous été attaqués lorsqu'il y a cette forme d'injustice et cette forme de jeu de mots. Moi, évidemment, j'ai pensé à mon grand-père qui, oui, était rescapé. Mais c'est l'ensemble de la République qui a été attaqué. C'est une manière de répondre aussi sur ma propre pensée. Quand on écrit un livre, vous savez, aujourd'hui, il y a une manipulation qui se fait. Euh, on, on vous, on vous écrit votre propre récit. On vous écrit votre propre pensée. Et moi, je voulais rappeler quelle était ma pensée humaniste, et ce combat que j'ai pour mon pays, mais pour le réparer, et surtout de faire attention à ne pas plonger dans les extrêmes. Et puisque justement vous évoquez ce combat, cette pensée humaniste qui est la vôtre, dans ce contexte, comment peut-on œuvrer justement à maintenir la République debout, pour reprendre votre expression? Ne pas s'autocensurer, promouvoir les artistes, qui sont pour moi les législateurs de l'ombre, mais les vrais artistes. Je pense évidemment qu'on a eu nos pères Camus, Romain Gary, mais aujourd'hui on a des artistes fabuleux qu'il faut porter, qui nous réparent et qui nous alertent. Et puis je mettrai au centre évidemment la bibliothèque, la connaissance, l'éducation, mais surtout je mettrai le doigt sur la censure et l'autocensure. Dès qu'il y a un mot de travers, un geste de travers, ne pas s'autocensurer. Et vous parlez aussi également pas mal beaucoup de la culture dans ce livre. Est-ce que vous Oui. pensez que c'est là aussi une piste pour sauver notre pays de ce contexte, du chaos qui s'installe jour après jour? C'est fondamental parce que déjà, on a un héritage français, un héritage culturel français qui est multiple, qui est complexe. On a notre belle langue aussi. Le problème aujourd'hui, c'est que nous ne parlons plus la même langue. Et c'est vrai que moi, les artistes, que ce soit dans le domaine de la musique ou du cinéma, qu'ils puissent continuer de créer en liberté. Si on baisse la tête par rapport à ces dogmes idéologiques, que ce soit de l'extrême gauche ou de l'extrême droite, nous ne pourrons plus créer et nous ne pourrons plus être unis et donc nous ne pourrons plus être debout.
Et c'est en tout cas le sens de votre combat. Merci beaucoup. Merci à vous. Rachel Kahn, Encore debout, La République à l'épreuve des mots, c'est aux éditions de l'Observatoire et c'est un livre qui se lit avec plaisir, même si évidemment le constat n'est pas forcément réjouissant. Merci beaucoup Merci à vous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission.